Il est 6h13, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et ses carambars ce matin et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. On a une impression bizarre en découvrant les unes de journaux ce matin, comme si nous, journalistes, n'étions capables de nous intéresser à la banlieue que lors d'anniversaires, comme celui des émeutes de 2005. 10 ans après, rien n'a changé dans les cités, constate l'opinion. Pauvreté, délinquance, échec scolaire, les banlieues continuent de s'enliser, tandis que la radicalisation des cités inquiète, constate le Figaro. Les jeunes du Bondi Blog ont pris le pouvoir dans Libération et ils racontent, si un projet équivaut à une quantité d'énergie investie pour arriver à poser la première pierre de ses idées, alors toute décision prise depuis la banlieue est une déperdition d'énergie qui défie les lois du chauffage central. Le premier non de l'administration refroidit. Le deuxième frise le cerveau. Le troisième congèle les tripes. La frustration qui en ressort est immense. Un non de trop et c'est l'explosion, constate-t-il dans un édito très bien écrit. La Croix fait sa une sur la fin du synode au Vatican et titre « L'Église s'ouvre à toutes les familles ». Et puis les vérités du DRH d'Air France font la une d'aujourd'hui en France. Son nom, Xavier Brossetta, c'est lui l'homme à la chemise déchirée. Cet illustre inconnu, on apprend qu'il a 48 ans, qu'il est militant socialiste de longue date, énarque, qu'il a fait Normal Sup, un homme visiblement très marqué par ce qu'il a vécu. Alors il n'a pas revu les images, il n'y arrive pas, il est suivi par un psy. Il y a peu, dit-il, j'ai repensé à cette phrase de Malraux lors du transfert de ses cendres au Panthéon. Ce jour-là, il était le visage de la France. Moi aussi, j'ai été le visage de la France. Mais quel visage ? Jamais je n'aurais pensé que cela m'arriverait. Personnellement, c'est sûr, c'est compliqué. Enfin, à la question « Que risquent ces salariés ?» Xavier Brossetta répond « Les sanctions seront les plus justes et le plus proportionnées possible. Je ne suis pas, nous ne sommes pas dans un esprit de vengeance. » À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les 3 unes qui attirent l'œil ce matin dans la presse régionale ? Celle de Nice Matin, d'abord avec ce titre « Mort, 6 jeunes, 2 ados tués dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, victimes de rafales d'armes automatiques dans la cité des Lauriers. La lutte contre la grippe dans vos journaux, alors que la Charente Libre se demande s'il faut vraiment se faire vacciner, eh bien la montagne assure qu'il est l'heure d'y penser. Il faut dire que l'an dernier, l'Auvergne a figuré parmi les régions les plus touchées par le virus. Et puis quand le commerçant devient machine, enquête du Courrier de l'Ouest sur un commerce d'un nouveau genre, les distributeurs automatiques de fromage, légumes et autres charcuteries, ils fleurissent un peu partout dans les communes en France. L'histoire du jour, faut-il déclencher dès maintenant une alerte cliché, puisque vous nous parlez Alsace et forcément ça rime avec choucroute en une de l'Est républicain. Oui, alerte cliché Thomas, mais là où je vais vous surprendre, c'est que figurez-vous qu'il y a de l'énergie dans la choucroute. La preuve à Kreuter-Gersheim. 6h16 lundi, il y a de l'énergie dans la choucroute, c'est la morale de l'info. Et c'est à Kreuter-Gersheim, j'espère que je le prononce bien, pas très loin de Strasbourg, capitale mondiale de la choucroute. 70% de la production française est désormais une filière valorisée quasiment en intégralité, puisque le jus issu de la production de choucroute, très corrosif, paraît-il, très acide, est désormais réutilisé. Les 30 millions de litres annuels sont traités dans une station d'épuration flambant neuve. Et grâce à de petites bactéries, le tout produit un gaz qui va ensuite être transformé en électricité. Au total, c'est l'équivalent de la consommation de plus de 1500 personnes qui est ainsi produite. C'est donc à dire dans l'Est républicain, mais qu'est-ce que c'est bon la choucroute, un bon jarret. On vous amène ça. Il est tôt. Alors, petite précision quand même, parce que j'ai oublié un mot dans ce que je vous racontais sur André Malraux. Il ne parlait pas de ses propres cendres, pourtant il parlait du transfert des cendres de Jean Moulin, évidemment. On comprend mieux quand il y a un nom en plus. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Norvège, la Norvège qui se passionne pour la chasse aux fantômes. Oui, on peut parler de phénomène paranormal, cela va sans dire, et c'est le New York Times, en pleine époque Halloween, évidemment, le New York Times qui enquête sur le sujet. La Norvège, pays où la religion compte peu de fidèles, où les églises sont plutôt vides, où croire en Dieu est une valeur en baisse, dit un prêtre, mais croire aux esprits, alors là, c'est manifestement en plein boom. Des histoires inquiétantes, flippantes, limite loufoques, le pays en a des tonnes, j'en ai retenu une. Dans un office de tourisme, une employée raconte: ici, les dépliants sont bien sûr en plusieurs langues, mais curieusement, ceux en allemand se retrouvaient toujours devant, sur les présentoirs, sans que personne n'y touche, systématiquement tous les matins. Eh bien, une médium est venue, elle a trouvé l'explication. Le bâtiment avait été occupé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre, oui. Le fantôme d'un soldat était resté et il s'amusait avec les dépliants. Ah oui. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir des esprits, Thomas, je vous sens un petit peu sceptique.
C'est le titre d'ailleurs d'une émission de télévision qui fait fureur en Norvège. Pour nous, les fantômes, ce ne sont pas des personnages avec des draps blancs, des yeux noirs, explique le présentateur. Les gens nous appellent C'est Marion nombreux. Calais qui fait le fantôme, hein, si vous entendez. C'est les effets spéciaux. Incroyable. En Norvège, on nous dit qu'il ne peut pas y avoir autant de fous. Alors le mois prochain, Oslo accueillera Alternative Expo, nous dit le New York Times. C'est un salon consacré aux forces occultes. Alors les esprits cartésiens calment le jeu. Fantôme, c'est le nom que l'on donne à un phénomène qu'on ne comprend pas, disent-ils, pour expliquer l'inexplicable. Alors moi, je vous propose ce matin de faire le test en direct. Esprit de la matinale, es-tu là? Si oui, frappe 2 coups. C'est Julie, elle est avec nous. Jean-Philippe Ballas qui va beaucoup mieux ce matin. C'est lundi. On continue notre progression intellectuelle puisqu'avec vous, Axel de Tarlet, on va parler des carambars. C'est très sérieux, Carambar est à vendre, c'est-à-dire sur challenge.fr. Exactement, Carambar qui est une marque française mais qui appartient à un géant américain. Mondelez, c'est l'ancien Kraft Food, et Mondelez trouve que Carambar c'est un peu trop franco-français, donc il revend tout son pôle de confiserie franco-français, c'est-à-dire il y a Carambar, il y a la Pie qui chante, il y a la Vosgienne, il y a les cachous, etc. J'achète. C'est avant. Il y a notamment donc l'usine de Marc en Barreuil, mais du coup ils s'interrogent, il y a 180 salariés qui s'interrogent sur leur sort. Ils fabriquent quand même ces gens-là 1 milliard de Carambar chaque année. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des caranougas. Voilà. Alors c'est un vrai problème. Non, mais ça nuit quand même à cette entreprise qui est ballottée régulièrement d'actionnaire en actionnaire. Si je compare par rapport à Haribo, qui est un actionnaire familial depuis un siècle, résultat, Haribo est aujourd'hui 10 fois plus grand que nos bonbons français. Néanmoins, on a un véritable attachement à Carambar. Ils s'en vendent toujours 5000 par minute. Et à l'origine, 5000 par minute. Eh oui, 1 milliard par an, ça fait 5000 par minute. Je compte pas la nuit. Hein. Et à l'origine, c'est un confiseur lillois en 1953 qui a créé le Carambar parce qu'il constatait que les enfants ne voulaient plus de sucettes, ils voulaient mâchouiller. Et donc, il a fait cette pâte à base de caramel et de cacao. D'ailleurs, d'où vient le nom Carambar? Caramel en bar, Carambar, exactement. Alors un Carambar qu'on achète parce que c'est bon, mais qu'on achète aussi et surtout parce qu'il y a des blagues. Des blagues. Alors du coup, je vous ai amené des Carambars et on va terminer par une bonne blague. Carambar, voilà. Incroyable. Moi j'en ai une dont je me souviens qui est géniale. Des œufs sont rangés dans un frigo. Un œuf demande à son partenaire pourquoi t'as des poils, toi? Parce que je suis un kiwi. Voilà. Moi, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas raconter d'histoire drôle à un ballon? Pourquoi? Parce qu'il risque d'éclater. Je crois qu'on va s'arrêter là. Moi, je peux pas parce que c'est un des problèmes de Carambar quand on ouvre le papier. Ça se déchire. Ça se déchire. Mais ça colle les dents. Oui, ça colle les dents. Au bonheur des dentistes. Merci Axel de Tarlet. C'est donc à lire sur challenge.fr. Eva Rock. Je suis la plus sérieuse de la matinale, je pense. Enfin, jusqu'à présent. Oui. L'histoire au quotidien, c'est sur M6 à 20h55. Bienvenue à l'époque de la Révolution. Alors, c'est un programme qui est à mi-chemin entre un documentaire et un magazine divertissant qui est animé par Mac Lexguy. Et il va raconter avec la complicité d'une autre historienne qui s'appelle Marjolaine Boutet la grande histoire, mais à travers la vie quotidienne des Français. Ça y est, j'ai réussi à retirer le papier. D'accord. Et sinon, d'accord, je continue moi. Avec des reconstitutions étonnantes. Alors, par exemple, si je vous dis, et c'est pas de Carambar dont il s'agit, qu'on en consommait de 1 à 2 kilos par jour sous la période de la Révolution française, de quoi il s'agit? Des patates. Presque. Enfin non, du pain, exactement. Alors, sauf que le blé se faisant rare en 1789, il a fallu trouver de nouveaux ingrédients. Mac Lexguy, en costume d'époque, met la main à la pâte et goûte. Goûtez, Mac. Non, mais attends, je vais pas goûter ça. C'est quoi? C'est... Oh, c'est de la sciure de bois. c'est dégueulasse. Oh. Et oui, de la sciure de bois qui était mise dans la pâte à pain pour faire le pain parce qu'il manquait d'ingrédients et notamment de blé. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres que vous allez découvrir ce soir. Tout savoir sur la mode, le droit de la presse, les conditions d'hygiène, l'élaboration du système métrique. Marjolaine Boutet, elle a une anecdote sur tous les sujets, surtout quand elle évoque l'origine du mot restaurant. Quelques années avant la Révolution, un certain monsieur Boulanger ouvre à Paris un établissement dans lequel il sert du bouillon. Et sur la devanture, il y a écrit « Venez vous restaurer ». Et par conséquent, on considère que son bouillon est restaurant, d'où le nom. Et voilà. Donc l'objectif du programme, c'est vraiment de comprendre comment cette période a totalement modifié la société française. Objectif franchement rempli, c'est ludique, c'est instructif, surtout à regarder en famille parce que ça vaut pour plein de cours d'histoire que vous auriez séché. Et je vous propose de vous quitter avec le tube de l'époque. Essayez de chanter avec un carambar dans la bouche, Thomas Soto. Vous pouvez pas faire un peu plus long, je peux pas du tout enchaîner là. Et que se fait un schtroumpf en tombant? Un bleu. Allez, rideau sur le cœur, je sais pas comment je fais, mais votre carambar.
À demain les amis. À demain.